Monsieur le Président de la République de Croatie, Monsieur le Président de la Confédération suisse, Madame l'ancienne conseillère fédérale, Excellences, Mesdames et Messieurs les députés du Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les représentants de la délégation croate, chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, chers invités, chers amis. Monsieur le Président Zoran Milanović, Monsieur le Président Ignacio Cassis, vous avez choisi de marquer cette visite officielle par un échange avec les étudiantes et les étudiants de l'Université de Genève et nous vous en sommes très reconnaissants. La paix et l'esprit de coopération ne sont jamais acquis et doivent être sans cesse portés par de nouvelles générations. Nous sommes également honorés de vous accueillir dans un lieu de formation, de recherche et avant tout de dialogue. Analyser, interpréter, comprendre et dialoguer sont au cœur des missions de notre université. C'est aussi une des vocations de notre ville, à la fois universitaire et internationale. Genève est en effet un lieu propice aux échanges, aux avancées du savoir, au progrès scientifique et au dialogue entre les cultures. Tous ces éléments sont fondamentaux pour limiter les ignorances, pour combattre les peurs, pour vaincre les hostilités et la polarisation des tendances qui, malheureusement, sont aujourd'hui plus que jamais perceptibles dans notre monde. Genève et son université sont également fortement engagés auprès de la Confédération suisse pour contribuer à sa politique de neutralité et de bons offices. Je formule le vœu que nous puissions, toutes générations confondues, œuvrer à construire un avenir durable et serein, bâti sur les piliers d'une politique éclairée, de paix et de sécurité. Le dialogue qui va suivre sera modéré par Madame Micheline Kalmiré. En novembre 2011, un mois avant que la Croatie ne signe le traité d'adhésion à l'Union européenne, Madame Kalmiré fut la première présidente de la Confédération suisse à se rendre à Zagreb, capitale de la Croatie, pour une visite officielle. Les étudiantes et étudiants du Global Studies Institute de l'Université de Genève participeront également au dialogue sur l'estrade, qui se terminera par une brève session de questions-réponses avec la salle, avec vous toutes et tous. Sans plus tarder, j'ai le plaisir, Monsieur le Président de la République de Croatie, Monsieur le Président de la Confédération suisse, Madame la conseillère fédérale, l'ancienne conseillère fédérale, Mesdames Alexander et Reva, Messieurs Dubinski et Vaucher, de nous vous inviter à monter sur l'estrade pour ce dialogue. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, il me revient l'honneur de diriger ce dialogue entre deux présidents, dialogue souhaité par le président Cassis et organisé par notre université. Ce dialogue débutera par un échange entre le président croate, Zoran Milanović, et le président suisse, Ignacio Cassis. L'échange se tiendra en français et en anglais. Et l'échange aura lieu aussi dans un premier temps avec les étudiants qui sont présents sur la scène avec nous, Laetitia Alexander, Dimitro Dubrinski, Clément de Vauchier et Ilham Reva. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le continent européen vit une guerre entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Le président Milanović connaît bien les problèmes de sécurité en Europe, puisqu'en 1996, il est conseiller auprès de l'Union européenne et de l'OTAN au sein de la délégation croate à Bruxelles, et qu'en 1999, il est le responsable du gouvernement croate pour les relations avec l'OTAN. C'est en tant que président de la Croatie qu'il assiste le 24 mars 2022 au sommet extraordinaire de l'OTAN, tout juste un mois après l'invasion de l'Ukraine. L'équilibre européen qui se redessine aujourd'hui autour de l'Union européenne et de l'OTAN
prend une dimension toute particulière pour ses membres les plus récents, et c'est le cas de la Croatie. Monsieur le Président Milanović, aujourd'hui, le président russe force les États-Unis à se réengager sur le front européen. Mais la prudence est de mise. Il n'est en effet pas question d'une confrontation directe entre la Fédération de Russie et l'Occident. L'objectif est de limiter le conflit au territoire ukrainien et de laisser l'Ukraine se battre seule contre la Russie. L'engagement des États-Unis sur le vieux continent est moins évident aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Comment évaluez-vous, Monsieur le Président, votre sécurité à l'intérieur de l'OTAN? First and foremost, hello everybody. I'm thrilled to see such a large audience. It hasn't been a while. Now, straight to the answers. It was quite audacious definition of the American position as being dragged into, as if there is a kind of proxy war. It's a war of the weaker country, which has been attacked by the stronger country, and fundamental sense of fair play. Whoever played sports should be familiar. Who hasn't should draw that from the experience of the upbringing, Christian upbringing. So that essential viewpoint asks you to support the weaker side. In this case, this is Ukraine, without buts or ifs. Russia is a very, very huge, dangerous, and complex beast. Deranged in its demeanor, but indestructible physically. And when we ponder Russia, I do not have same expectations from Russia as I might have, or actually as I do have, from, say, Germany, or in particular Germany, or the United States, because simply I do not measure them by the same yardstick. So your very question was about whether Ukraine is confined to fighting on its ground. My very question is, are you in security inside the NATO? Are we in security? Well, of course we are. We're not Eastern. I think it's enough. No, we are. And since you wrote on the neutrality of Switzerland, and actually I was handed over your book, but the time was insufficient to get through it all. I would tell you that the neutrality would be the most splendid position any country, not a splendid isolation of the British type. So the most splendid and the most desirable position any country could have. But simply and bluntly, we cannot afford that. So we're in NATO just because of the Americans. That's not exactly community of values, because the values, they differ. They differ among member states. Hungary, Poland, Turkey, Croatia, the Netherlands. Actually, the core teachings of democracy in those countries, they do not coincide, they differ. But what is common is American nuclear umbrella, full stop. That's where I feel better. We had a terrible experience of war with Serbia. We were attacked. We were almost mutilated. There was a lot of atrocities in that war. Atrocities, so not just shelling, bombing, destruction, sheer damage, but atrocities, neighbor on neighbor. And simply, Croats embraced an opportunity to be NATO members. And I don't expect perfection of NATO, just protection. It's like insurance check. That's it. So, and I will stop here. I'm an Atlantic realist, I have another question. I'm Atlantic realist in the mold of guys like Marsheimer that are being despised by international moralists or cosmopolitan moralists. Well, I was more of a cosmopolitan moralist when I was a party leader of the Social Democratic Party of Croatia, which was left-leaning, left-wing labor liberal. But I am the president of the republic, so I have a different query to preach. That's my job. Thank you. I have another question for you. Monsieur le Président, les chanceliers allemands et autrichiens
ont constaté les conséquences de l'invasion russe en Ukraine sur la sécurité, en particulier des pays voisins des Balkans de l'Ouest. Et ils demandent à l'Union européenne d'accélérer les négociations d'entrée dans l'Union européenne de la Macédoine du Nord et de l'Albanie. La Croatie, vous êtes membre de l'OTAN et de l'Union européenne, mais vous êtes aussi voisin de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro, du Kosovo, qui tous craignent aussi pour la sécurité, pour leur sécurité, qui tous sont vulnérables. Ce sont des pays vulnérables. Et leur appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN ne se concrétisera pas avant des dizaines d'années. Est-ce que vous pourriez, Monsieur le Président, envisager d'initier un processus au sein de l'Union européenne et de l'OTAN pour arriver à une position commune sur la sécurité de ces États qui sont voisins de la Croatie? Among the plenitude of the mediocre platitudes that one can use in the academic discourse, I like one the best. Thank you for a question. So really thank you for a question, because this is something that I sometimes want to speak a lot about. But, well, let me start with this. There was a NATO summit the other day, and I'm disclosing this because this is really not confidential. I mean, I'm representative of the state, and it was not that we discussed security matters. So I was 25th in the roll call, in the line of discussion, discretionary line by the Secretary General. So I spoke 25th out of 30. So you would agree that 25 out of 30, you've heard a lot before. You've heard the topics, you've heard the platitudes, you've heard the stereotypes, you've heard the obligatory figure skating figures, you know, the things that everybody repeats. And I listened to, of course, chastising and criticizing and attacking Russia for a million of reasons, concerns of this and that kind, concern for the security of the partner countries, partner standing for Partnership for Peace. Georgia, which in my view should not be encouraged to join NATO. It could be detrimental and vicious for the country. Moldova, which happened to declare unilateral neutrality the other day, and Bosnia, being exposed to Bosnia-Herzegovina, to the malign Russian influence, whatever that is, and whatever the angle is, because the Serbs, they love Russians. So they certainly, and they're half of Bosnia, they don't think that they're exposed to the malign interest. They might be this or that, but that's not their official position. But then, you know, there is something missing in the picture, like that proverbial elephant in the room, originally by the Ivan Krylov, Russian tale writer and novelist. There is an elephant, actually there is elephant and a rhino in the room, and that's Serbia and Kosovo. Nobody out of 25 leaders of NATO member states considered even mentioning those two countries as, say, Serbia, being really exposed to the malign Russian influence, or being just self-delusional in ill-recognizing real friends. Because for Russia, you know, a monster, and this monster has many dimensions. Its size, its resources, its politics, it's everything. That they're nothing but a blurred footnote in Russian agenda. And they're deluding themselves that Russians actually are in love with them. They're not. They forgot of them. The first bullet was shot, they forgot about Serbia. So Serbia is a crossroads, as a crossroads of magnitude, of sorts. Whether they will continue their negotiations with the EU. By the way, we mentioned Macedonia, or North Macedonia, not to affront Greek, and Albania, who are just to start those talks. Serbia started them years ago. They go way back, and they're stuck. And nobody mentioned that country. Another one is Kosovo, Albanian citizens' republic consisting mostly of ethnic Albanians, of whom many are your competitors in Switzerland. Whatever happened to the track record of the recognition of that republic? Whatever happened? I mean, 4 NATO members haven't recognized yet. Do you really want that to be repeated in the heart of the Balkans? Because Serbia and Bosnia and Kosovo are not eastern flank countries. They are core countries. They are Croatian neighbors, and so on and so forth. So I see that as a
misreading of priorities. Serbia is priority, so they should be addressed directly. You want to join? You want to be a member of the West? You know what a West stands for? West does not necessarily stand for the type of democracy Switzerland has, cut and paste, or Netherlands has, or Denmark, for that matter, has. There is also Poland, there is also Hungary, who just won herself another new old prime minister, and it was will of the people. It was not design, it was will of the people. Serbia, time and again, President Vučić wins. So actually, I extended my greetings to them. They're not villains. There might be inconvenience, but they're my neighbors. I have to work with them, I have to live with them. They're not perfect. Croatia is a sort of democracy. Free press, very bad one, but free. No, it is. I mean, look, people, I don't know how many of you will join that path and trajectory in life, but just don't be those journalists who were admitted because they would take anybody. So be the best. Be the best. And in Croatian journalism, you see very few of that. But they are not dirigist. Yeah. They're not directed. You know, they're not missile directed. And again, thank you for a question. Not to consume more of your time, but this is the question, because Russian malign influence all over the place. What about Serbia? Because NATO bombed Serbia? Yes. Because Serbs harbor a deep rancor, not to say hatred of NATO. Belgrade was bombed, but I'm not a Serb, I'm a Croatian president. Yes. But I'm trying to, for a moment, you know, even though it's not the most sanitary measure, to put their shoes on. Yeah. And everybody should do that from time to time. Thank you. All sanitary standards respected, huh? Mr. President. No, it's okay. Mr. President Zoran Milanovic, Mrs. Kalni-Ray, Monsieur le Président de la Confédération, merci infiniment de nous recevoir, nous 4 étudiants. Nous sommes honorés de représenter le corps estudiantin. I have now a question for you, Milanovic. How do you explain the lack of trade agreements between Russia and the European Union? Is Ukraine paying for past and present tensions between Russia and the United States? You again ask me whether this is a proxy war. Well, this is not a topic here. Ukraine has been attacked by Russia. There are 250,000, to say the least, young males in Russia who are willing, ready, and poised to attack at the order of one man. Professional, patriotic mercenaries. They're receiving paycheck. They're on the paycheck. No other European country has that. That's dangerous. That's the most horrid element of all, because the war is being won on the ground by the boot, not by the Kinzhals and stuff like that, and the hypersonics, even though they are quite dangerous. But you asked me about the trade agreement. Well, I'm certain you're being taught in that field, in those lessons about the free trade and the fair trade, and to what extent the country should expose herself to all vicissitudes and horrors of the free market. It can hurt. And it was first that Asian economies, and for the most part, China still today, adopted a very protective trade policy, which means being selfish. That's in the core teaching of every nation, being selfish. Not mean, not malicious, but selfish. And they're being selfish. They're protecting their resources because they're not competitive enough. In the commodities and products, they're really competitive. They are by all heart for the free market. But Russia simply could not sustain the free competition with the European market. On the other hand, resource-wise, resource extraction-wise, they're indestructible. They can blackmail. They're producing and exporting tremendous amount of calories, cereals, their breadbasket. They will never suffer hunger, but they will never become democracy either. So the reason why it never came to pass, because the Russians didn't like it. Europe would do it immediately, because Europe can survive that. But all these,
trials of sanctions starting with Crimea, annexion of Crimea 2014, that one enabled Russia to develop considerable agro-industrial complex of her own, which was not there before. These days, they will have to resort to their own devices, and they will survive this, unfortunately. I've just, watched this morning Russians rejoicing at the news from the Russian Moscow stock market. After prolapse of ruble to dollar, it came back to 75 to dollar. So it's even worse than if it had been stable, ostensibly stable, and nervous, tense for weeks. It first collapsed, seemingly collapsed, now it returned. It only emboldens the bully and gives the impression that you can continue what you have been doing. And that's exactly the feeling, because we've been dealing with bullies in Croatia, but with much less sinister bullies. Because after all, Serbs, Croats were small nations, limited resources, and Russia is endless in its intentions that cannot be read, because this came as a surprise. But to end, hundreds of thousands of young professional soldiers under Russian flag, willing to strike, poised to strike, to cross the border, to die for the country. Europe doesn't know that anymore. So if Germany raised its defense budget to 100 million euro, which is huge money, then it's not only about money, but of streamlining that money. It can be easily wasted. 100 million. Russian is 80 million. Purchasing power parity, it's more, the buck goes further in Russia. But Russians have patriotic mercenaries. That's dangerous. Germans cannot assemble that, because they are more, if I say civilized, Russians would take that as an affront, but they're further. Thank you. Monsieur les Présidents, la guerre en Ukraine marque une évolution de la politique de neutralité de la Suisse, n'est-ce pas? Par la rapidité, par le nombre des sanctions décidées par la Suisse à l'encontre de la Fédération de Russie. Aujourd'hui, ce thème interroge les citoyens, les citoyennes, je suis sûre qu'il vous interroge vous aussi, le public qui est rassemblé ici, et fait l'objet de discussions très animées menées à l'intérieur de la Suisse. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le thème de la neutralité fait aussi l'objet des discussions entre les délégations russes et les délégations ukrainiennes qui se rencontrent pour tenter de trouver des solutions à cette guerre. Monsieur le Président Kassis, la Suisse condamne l'invasion de l'Ukraine comme étant une violation du droit international, prend des sanctions sévères, les mêmes que celles décidées par l'Union européenne. Elle exprime par votre voix sa compassion à l'égard de l'Ukraine. Monsieur le Président, la Suisse est-elle toujours neutre? Et vu l'escalade des atrocités révélées ces derniers jours, pensez-vous, Monsieur le Président, qu'il sera encore possible pour la Suisse de rester complètement en dehors de cette guerre? Oui, merci, Madame la Présidente, chère conseillère fédérale, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jeunes. Tout d'abord, merci aux autorités de l'université qui nous permettent d'avoir cet échange ici que j'apprécie énormément. Et c'est une première, effectivement, d'échanger après une rencontre présidentielle. Ça, ce n'est pas une première, il y en a tout le temps. Mais de se prendre un peu de temps et puis de parler avec les jeunes de ce qui se passe sur cette planète. Alors oui, la Suisse est neutre. Sa neutralité regarde en arrière de plus ou moins 4 siècles, mais elle a été consolidée au XIXe siècle et au XXe siècle. Elle est neutre et elle va rester neutre. La neutralité est une réalité de droit, une partie, elle a un élément de mythologie, elle a un élément identitaire également. Je crois qu'en gros, on peut dire la neutralité fait de la Suisse la Suisse. Ce serait difficile d'imaginer la Suisse non neutre. Mais non neutre n'est pas synonyme d'indifférent, n'est pas synonyme de sans valeur, n'est pas synonyme de on ne voit pas, on ne sent pas, on ne parle pas. Neutre signifie qu'on ne prend pas part à un conflit armé, qu'on n'est pas dans une alliance militaire, que ce soit l'OTAN ou d'autres,
qu'on ne délivre pas du matériel de guerre, ni à une partie ni à l'autre, même si on est en faveur de l'une, mais voilà, quand on est neutre, on ne prend pas parti aux événements militaires. Donc c'est une neutralité juridique, militaire, ce n'est pas une neutralité d'esprit et une neutralité des valeurs. Nos valeurs ne sont pas neutres, nos valeurs sont inscrites dans la Constitution. Le peuple et les cantons suisses, en 1999, ont voté une nouvelle constitution qui reprend l'ancienne. On n'a pas fait une révolution, mais où les valeurs, nos valeurs, sont dedans. Et ce sont les valeurs qui ont été maintenant très brutalement violées par cette invasion militaire russe. Donc, c'est nos valeurs qui ont été violées. Donc, c'est normal que notre réaction de la Suisse soit claire et nette par rapport à cette violation du droit international public, qui est d'ailleurs notre élément de survie au vu de la dimension de notre pays et au vu du fait qu'on est quelque part géographiquement où on est, sur des Alpes, au milieu de grandes puissances historiques. Il ne faut pas raconter quelle était la France dans les siècles passés, quelle était l'Allemagne qui a donné les monarchies de toute l'Europe et ce qu'a été l'Italie à partir de l'Empire romain en avant. Donc, si nous existons, c'est parce qu'en tant que pays neutre, c'est parce que ces pays autour de nous avaient besoin d'avoir cette zone tampon autour des Alpes pour ne pas avoir trop de contact direct entre eux. Donc, ce n'est pas parce qu'on était plus beau ou béni par Dieu ou je ne sais pas. Peut-être qu'on était plus beau aussi, oui, mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais donc, c'est le résultat historique. Moi, je dis très souvent, la politique est la géographie. La géographie est la politique. Dites-moi où vous habitez, où vous grandissez. On parlait tout d'abord de l'Italie qui va des Alpes avec la neige éternelle presque jusqu'en Sicile où on est en plein Méditerranée, alors que l'Allemagne, elle est plus ou moins plate. Ça, c'est des esprits et des manières de fonctionner très différentes. Donc oui, la réponse est claire, la Suisse est neutre. Elle fait usage de sa neutralité depuis le début des hostilités entre la Russie et l'Ukraine en 2014 avec l'annexion de la Crimée. On a renforcé de manière très claire nos sanctions en adoptant les sanctions de l'Union européenne. Le but, c'est de faire partie d'une large famille d'États de manière à que ces sanctions puissent avoir un impact. Même la sanction la plus sévère de cette planète ne sert à rien si elle ne concerne que la production de 8 millions de personnes. C'est rien par rapport à l'ours russe qu'on veut frapper quelque part pour terminer cette guerre. Donc oui, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Ilma qui a vraiment envie de poser sa question. J'ai donc une question par rapport à ce que vous avez dit, Monsieur le Président. Pourquoi est-ce que la politique de neutralité fait-elle débat en Suisse comme à l'étranger maintenant, suite aux sanctions que la Suisse a prises envers la Russie? Ne mérite-t-elle pas une sorte de mise au point pour l'étranger et pour même les Suisses de ce qu'est vraiment la neutralité? La mise au point se fait en cours de route. On ne peut pas étudier la vie et puis vivre. On vit et puis on ajuste la description de la vie selon ce qu'on a vécu et les résultats. Ce qu'on a, lisez on dit comment en français, le lexique historique de la Suisse, Historisches Lexikon der Schweiz. On dit comment ouais, c'est ça. Hein? Lisez le chapitre fait par le professeur Ricklin sur la neutralité suisse. C'est une des premières choses que j'ai lues tout au départ pour essayer de voir quel repère historique nous avions. Eh bien, vous voyez que la Suisse est vraiment la patrie de l'industrie de l'horlogerie fine. Et j'utilise ce mot parce que le président croate l'a utilisé. Les mécaniciens d'horlogerie travaillent de manière très subtile. Et si vous lisez ça, vous dites « Oh, wow, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, guerre franco-allemande, fin du 19e siècle. » Nous avons toujours fait de la petite mécanique horlogère en adaptant la réalité à la situation particulière. La politique de la neutralité, c'est l'ensemble des décisions politiques que le pays prend
pour rendre crédible sa neutralité juridique et sa politique étrangère. Donc c'est un outil à disposition de la Suisse pour s'assurer sécurité et stabilité dans le monde, et c'est finalement la raison pour laquelle la Suisse existe. Messieurs les présidents, j'aimerais vous poser une question afin de rebondir sur le thème de la sécurité collective. J'aimerais savoir ce que vous pensez du mémorandum de Budapest. Est-ce que vous vous sentez rassuré en sachant qu'une si grande institution de sécurité collective en Europe n'a pas été respectée? Et est-ce que vous comptez adapter votre politique de sécurité en fonction d'eux? Alors, comme la Suisse n'est pas une puissance militaire mondiale, elle base sa sécurité sur le droit international. Donc, le droit protège les plus faibles. C'est assez normal. Hein? La force du droit, pour nous, est l'alpha et l'oméga. Pour d'autres États très puissants, c'est le droit de la force qui est l'alpha et l'oméga. Mais nous sommes protégés si il y a un ordre international stable, fort et clair. Et c'était d'ailleurs le désir du multilatéralisme avec la Société des Nations après la Première Guerre mondiale, avec l'ONU après la Deuxième Guerre mondiale. C'était de donner un ordre juridique de manière que la stabilité soit donnée et qu'il n'y ait plus d'atrocités de la guerre telle que nous avons déjà vu en Deuxième Guerre mondiale. Heureusement pas nous dans cette salle, mais nos parents et nos grands-parents ont vécu ça. Et on avait imaginé, c'était l'espoir, que cet ordre multilatéral, cet ordre de droit international, allait nous protéger à l'infini de ça. Et maintenant, on a une rupture. On a une rupture très violente. Moi, j'ai dit depuis les 2-3 premiers jours, j'ai dit on est face à un changement épocal sur le continent européen. Rien ne sera plus comme avant. Puis, évidemment, il y a ceux qui ont trouvé que c'était tout à fait exagéré. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais, ce que j'ai dit à l'époque, parce que rien ne sera plus comme avant. On doit reconstruire une architecture de sécurité en Europe. Il y aura plein de discussions sur, par exemple, l'autonomie sécuritaire de l'Union européenne. Est-ce qu'elle peut encore se positionner comme bénéficiaire de l'OTAN, d'une alliance transatlantique, ou la leadership est aux États-Unis, évidemment, donc ce n'est pas au continent européen, ou est-ce que l'Union européenne n'aura pas de futur si elle n'aura pas une force autonome pour se protéger? Ça, c'est des questions fondamentales qui maintenant arrivent à la surface. Je crois qu'entre-temps, l'Union européenne est suffisamment large, suffisamment complexe, elle a suffisamment de structures internes pour se poser la question fondamentale, est-ce que nous devons maintenant réfléchir à notre sécurité de manière indépendante ou toujours en tant que tributaire de l'aide des États-Unis? Et je crois que cette question se posera. La question, deuxième élément, où se posera-t-elle cette question? Jusqu'à présent, on avait un conteneur, c'était l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui est fondamentale pour la Suisse, que la Suisse a co-créée, dans laquelle nous sommes très actifs. Et le hasard voulait que, en la deuxième moitié de l'année passée, j'ai demandé à mes diplomates, faites-moi un programme de renforcement de cette organisation, parce que je sentais qu'elle était gentiment paralysée, comme on pouvait dire. Hein. Carrément paralysée. À l'époque, je sentais que... voilà. Et puis, aujourd'hui, je partage ton avis, elle est paralysée. Est-ce que vous avez entendu parler de l'OSCE pendant ces 2 mois? Non, jamais. Et pourtant, c'est l'organisation mère de toute la sécurité et de l'architecture de sécurité en Suisse depuis la déclaration de Stockholm en avant. Donc la question est, est-ce qu'on peut partir de l'idée que ce sera le conteneur de la nouvelle discussion politique pour redessiner une architecture de sécurité, ou alors il faudra inventer quelque chose de nouveau dont on n'a encore aucune idée. Et là, nous sommes évidemment partants pour n'importe quelle solution, puisque nous avons besoin d'une architecture de sécurité pour le continent. Mais l'inquiétude quand même pas seulement pour le continent européen, mais pour l'ordre international mondial, c'est aussi l'impuissance du Conseil de sécurité qui devrait être l'organisation pour la sécurité et la paix dans le monde. Or, on voit que, pas seulement dans la guerre d'Ukraine, mais aussi pour d'autres conflits,
les Nations Unies se concentrent maintenant sur le changement climatique, sur l'aide humanitaire, mais du point de vue de la sécurité, le Conseil de sécurité est impuissant. Et ce qui est inquiétant pour des petits États comme les nôtres, la Croatie, comme la Suisse, c'est cette érosion du multilatéralisme. Moi, je pose la question aux deux, à vous, Monsieur le Président Milanovic, et à vous, Monsieur le Président Cassis. Est-ce que ça ne vous fait pas un peu peur pour votre sécurité, le fait que les organisations multilatérales sont en train démontrent leur impuissance face à des situations de guerre? Well, I kind of addressed this question a short while ago, whether we feel an inequity or concern or uneasiness about our security. I don't think we do. We don't. Because we are harbored, like in the literal sense, in the safe core of Europe at this point. All the calamities and troubles and fears and grievances of the yesteryear are now bygone, and we are living normal lives. Whether this could spill over to Croatia, theoretically, yes. In practice, no. But you have mentioned the Budapest Protocol of '94. Well, that's another, display of, well, I have to put it this way, of cynicism in international politics. I recall those years, '94, I think I was exactly here in this city when the memorandum, short of formal international legal instrument, not duly ratified, not fully complying to the standards of Vienna Convention on the Law of Treaties, was adopted, and I was here. And I remember talking to the Russian and Ukrainian diplomats of the day. Russians, watching their president of the day, a booze hunter, drinking himself to death, Boris Yeltsin. They were a joke, actually. And nobody took them really seriously at the time. They were out of the wounds from the Chechen conflict, first Chechen war, and then that memorandum, which everybody applauded to. It's great. Well, when you ask Americans these days, they will tell you that it doesn't constitute a guarantee because actually it's not a pure legal form. When you ask Russians, they would probably, albeit I haven't heard them uttering such a phrase, they would probably say that there is an application of the clause rebus sic stantibus, the things as stand right now, and the circumstances have changed. So they are entitled to disregard the purported guarantees that were kind of mentioned in that memorandum. So much about international law. That's something that I've been by training, international lawyer. And when I lost faith, I not exactly converted, but I became more realistic. So we can only, cross ourselves and complain and note cynicism, but it worked, and then the circumstances changed, and the Russians, they emerged in a different form after 25 years, and it's, as Mr. President Cassis said, geopolitics, and it's nasty business. It's nasty business. Whether we feel safe, I've been rather skeptical of that culture of safetyism which prevails over American campuses at least. Are you safe? Are you offended? Did anybody give you a bad look? Can you sleep, Did your nanny take care of you? Well, life is sometimes rush, and we that emerged from the wartime know better. So there is no absolute safety. One looking for that is in the wrong business. Our neighbors should be dealt with. When I say dealt with, not subjected, not humiliated, because it never yields a sweet fruit. Being engaged, that's a word that I like very much in the vocabulary of international relations, to engage somebody. It has a couple of meanings. So Serbia should be engaged and not actually blackmailed, not put before the ultimatum, but look, you want to live normal lives? You really want to emerge from the debilitating status of the lower middle income countries for decades because you knew better. Croatia knew better. Croatia, the living standard in the western parts of Croatia during Yugoslavia was on par with living standard of Sicily. Mr. President made some references to the geography of Italy. So we knew better. After all, we emerged triumphant out of this war.
But the price for Croatia was terrible, terrible. Generations to bear it, to end. I was a law student in 1990, and we participated as a team guided and streamlined by the law professor from Zagreb University, prominent Europe-wide. And it was still Yugoslav state, and we were second biggest city in Yugoslavia and the oldest university. So we would stand for Yugoslavia at the moot court competition in The Hague before the International Court of Justice, administered by the Leiden University Telders competition. The lawyers, if there are any, should know that. And it was really exclusive, and we were the only ones from Eastern Europe. No Czechs, no Hungarians, no Poles, nobody else. Just Western Yugoslavia, Zagreb standing for Yugoslavia. It was April 1990. I was 23 at the time. So my expectation was not war. My expectation was that stupid politicians would somehow cut the deal, and then we roll. You know, we become members of the European community of the day. Our living standards explode. Actually, the average salary in Croatia in April 1990 was in the neighborhood of 1,000 Deutschmark. It's some money. I mean, it was real money. In 2 years, myself, some colleagues of mine in the audience, now my associates, friends, advisors, we were receiving 200 Deutschmark per month. So it collapsed economically. So, and this is a kind of freedom, but not in the sense of the song of Janis Joplin, that freedom is another word for nothing left to lose. There is much to lose, though. Thank you. Monsieur le Président Cassis, sur la question du multilatéralisme, parce que oui. pour la Suisse, on repose quand même sur la force du droit pour assurer notre sécurité. C'est quand même un peu inquiétant. Vous voyez effectivement, la ligne reste constante en Suisse. Quand on réalise quelles sont nos possibilités, on se dit, il nous faut le droit. Hein, parce que on peut pas aller plus... on n'a pas d'autres instruments plus forts que le droit en Suisse. Et alors oui, alors je partage entièrement. Le Conseil de sécurité de l'ONU est actuellement bloqué. Un des membres, un des P5, des membres permanents du Conseil, est l'agresseur. Il a le droit de veto. Donc c'est par définition bloqué. On peut rien faire. Mais ce n'est pas nouveau. Ça fait déjà des années qu'il y a toute une discussion internationale sur cet organe, qui est l'organe le plus important des Nations Unies, et qui a perdu de crédibilité, a perdu de force de frappe. Il arrive encore à faire des missions de paix quelque part dans des pays de l'Afrique qui ne sont pas géopolitiquement au centre du cœur des intérêts de la planète. Et c'est évidemment important de le faire, mais j'entends, ce n'est pas là vraiment qu'on peut voir la force de frappe. Et vous le savez très bien que toute tentative de réformer le Conseil de sécurité n'a pas abouti parce que personne ne renonce au pouvoir, ni vous, ni moi, ni le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors la question que je me suis posée ces dernières semaines, est-ce que cette fracture actuelle, cette rupture actuelle, n'a-t-elle pas la force de frappe de relancer de manière forte et violente cette discussion? Le Conseil de sécurité ne fait pas sans violence un changement. Il faut une violence parce que l'être humain fonctionne comme ça. Et peut-être que cette guerre, et on ne sait pas encore comment elle finira, mais peut-être que cette guerre sera la guerre de rupture d'un ordre international bâti sur la Deuxième Guerre mondiale, sur un ordre international bâti 75 ans plus tard, c'est-à-dire après cette nouvelle guerre en Europe. Merci. Je crois qu'il y avait Clément aussi qui voulait poser une question. Oui, volontiers. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, vous avez parlé de rupture et de changement. Il est vrai qu'avec cette guerre en Ukraine et les sanctions qui ont été imposées à la Russie, il y a des grandes questions d'un point de vue des ressources. Je m'excuse, je perds mes mots. D'un point de vue de toutes les ressources consommables, donc du gaz entre autres et du pétrole, qui se posent. Est-ce que ça va, dans vos pays respectifs, engendrer des changements? Est-ce que vous pensez pouvoir, à court terme ou à long terme, revoir votre manière de gérer ces ressources et peut-être vous éloigner un peu de la Russie ou trouver de nouvelles ressources, effectivement, à ce niveau-là?
Oui, alors très volontiers, le Conseil fédéral a de toute manière, bien avant la guerre, décidé de sortir des énergies fossiles pour une question de neutralité carbone d'ici 2050. Donc pour y arriver, il faut quand même changer le système, autrement on n'y arrive pas. Évidemment que cette guerre ajoute à la dimension climatique une dimension sécuritaire qui nous oblige à accélérer ce chemin, et c'est ce que le Conseil fédéral a en partie déjà fait, par exemple il y a 2 semaines, en changeant des ordonnances fédérales qui accélèrent, qui créent des incitations nécessaires pour avoir davantage de production, par exemple d'électricité, par des énergies alternatives, essentiellement photovoltaïques, thermiques, géothermiques, etc. Donc oui, je pense que la transition climatique que nous étions de toute manière en train de faire, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a aussi la crise du changement climatique qui est là, et sera davantage accélérée maintenant pour se déclencher, pour se déconnecter de cette dépendance énergétique de la Russie. Le président croate l'a très bien rappelé. La Russie, pour savoir ce qu'elle est, il faut juste ouvrir une carte. Je reviens sur la géographie. C'est juste incroyable ce que c'est. Donc, elle a une force infinie, elle a une force formidable. On pourra faire tout ce qu'on veut, mais on n'est rien par rapport à ça. Donc, c'est un rapport de force qui est là, qu'il faut juste le regarder. Et une fois qu'on a regardé ça, il faut trouver la manière d'être le moins dépendant possible. Et là, évidemment que ceci ne se fait pas gratuitement. Ça a un prix, vous avez vu, on commence à avoir des répercussions indirectes en Suisse, le prix de l'essence, le prix du gaz, le prix de l'huile, etc. L'Union européenne est en train de discuter de manière forte. Vous avez entendu le 5e paquet de sanctions qui devrait maintenant prendre le charbon. Et ils n'osent pas encore passer du gaz et du pétrole, hein, parce que finalement, on fait ces discours ici dans cette salle et on parle des problèmes très volontiers quand on a mangé à midi, quand on a dormi la nuit et on a été en température, etc. Nous ne serions pas les mêmes si nos besoins vitaux ne seraient pas remplis. Donc il faut aussi, dans les démocraties occidentales, qu'on trouve une vitesse de changement qui soit acceptée par la population au niveau démocratique. Merci, Monsieur le Président. Je pense que maintenant, il est temps d'ouvrir les questions, la session de questions pour toute la salle, pour vous tous et toutes. Des micros circulent dans la salle et je vous demanderai de bien vouloir, avant de poser vos questions, je vous demanderai de bien vouloir vous présenter, de vous lever et de vous présenter. Merci. Moi, je ne vois pas grand-chose. Nous sommes éblouis par la lumière. Alors, ceux qui posent des questions, veuillez vous manifester de façon très évidente. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a un micro là? Oui, j'ai un micro. Thank you, Mr. Milanovic and Mr. Cassis, for being here today. Vous pouvez vous présenter et vous lever? Oui, je vais. My name is David. I'm studying in the International Relations, second year of bachelor. I'm 20 years old. I thank you both very much today for being here in our university. I was having a question about another conflict that occurred 1-2 years ago around. So I was wondering, why didn't Switzerland or Croatia, I'm also addressing you as a EU member state, why didn't reduce its dependency on, for example, Azeri oil during the Nagorno-Karabakh conflict, where similar war crimes were committed that are not committed in Russia, beheadings, cluster munition weapons, white phosphorus. Those are the war crimes. Those are things. Sorry, I'm a little bit stressed. So Russia is committing war crime right now, and it's being heavily condemned and sanctioned for that. While Azerbaijan committed similar war crimes in Nagorno-Karabakh against ethnic Armenians. Why weren't similar sanctions taken? Against whom? Against Azerbaijan. Should I first? Begin. Well, believe it or not, but
my real diplomatic career was triggered in late May '94. I was idling for the most part in Geneva, pretending working something while actually working nothing, attending a conference. And then the phone rang, and the ambassador of Croatia to Vienna, to the Conference for the Security and Cooperation in Europe, still not an organization. It was triggered only in December that year. Gave me a ring. He's the husband of the current Croatian ambassador to Switzerland, sitting right here. He's been retired. And he told me, look, you're going to go to Stockerau, Vienna. It's at the outskirts. That's where many Croatian legionnaires in the 19th century and my relatives too were dispatched from to the war fronts of Europe. And you're going to spend some time there, and they're going to dispatch you to Nagorno-Karabakh, Azerbaijan. And it really happened. So I was the first Croatian diplomat ever confined to some diplomatic mission. I was traded, I was commodity because I had some command of Russian language, actually better than anybody in my generation in Croatia. And that was what made me tradable. After all, I first traveled home to Zagreb from Stockerau, where I slept on the floor, and then ended up in Nagorno-Karabakh. So I know the place well. Actually, I was always almost killed in the minefield in '94 because it was totally messy and unorganized. Now you're referring to the war crimes committed by, purportedly, I'm quoting your words, by Azerbaijan in the bygone, in the last war of liberation, as they label it. Well, I have a trouble, label it that way, as well as I have a trouble label it anything that hasn't been properly investigated, because I came from the culture of war when everybody was labeled and called names. So I witnessed atrocities, breaches of law standards by both sides back then. But then Armenians had upper hand. And until the very present day, I remained a kind of neutral on that topic because I had understanding for both. Departing from the history and the context in which Nagorno-Karabakh actually was a toy in the hands of Stalin at the time, because there were expectations that Turkey would become Soviet Republic, and then it had direct reflection on the shape of the territory of the new republics. So that's how Azerbaijan ended up with the exclave of Nakhchivan. There is a lot to read about it. And then Azerbaijan triggered a war of liberation at a point when they felt strong enough and emboldened by Turkey. And as your French language saying goes, l'appétit vient en mangeant, they went more and more, and then Russian came and stopped them. But we are talking two small countries, like Croatia and Serbia, blown out of proportion. So let's not exaggerate when we label, because my nation, Croat, has been labeled by Serb nationalists as genocidal. Croats labeled Serbs, I'm Croat, as genocidal. Bosniak Muslims, Bosniaks, label Serb as genocidal on the account of Srebrenica, for certain reasons, grounded. But then again, what about Holocaust? Should we recalibrate the total toponymy and taxonomy of the language in the international criminal law? Because not everything qualifies to be labeled as a genocide. Not everything is a war crime. And to bring this to close, hundreds of civilians were murdered and with slit throats in Croatia in 91. Neighbor on neighbor, of a kind that we haven't witnessed yet in Ukraine, whatever happened in Bucha. But in Croatia it was killing, at a bullet range, and it was terrible because it drew on the wars and grievances and atrocities of the past. Eye for an eye, a tooth for a tooth. Without conclusion, inconclusive. So
the things that I don't like to hurt at the account and at the expense of my nation, because after all, or before, I'm a Croat. I don't want to direct towards others, because I see it around, I hear it, Serbs are genocidal, this is genocidal. Yeah. Well, the only genuine genocide that I really witnessed was against the Jewish people in the World War II, and another one in Central Africa, in Rwanda. And the others are terrible atrocities. So let's preserve dignity of those victims, because it's not the same, Jewish conflict being put in wagon in a trail car and driven from Thessaloniki or Budapest, for that matter, in the very last months of the war to Auschwitz, and some other murders which, no matter how horrid they are debatably genocidal. Let's be conservative on that. Président Cassis. Oui, alors je pourrais ne rien dire parce que je partage à 100% ce que mon collègue croate vient de dire, mais je dis quand même quelque chose parce qu'il faut être un peu cohérent, je crois. On a parlé avant du droit public international, on a dit la Suisse est forte, c'est la force du droit qui la rend forte et ce n'est pas le droit de la force. Or, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, nous vivons en Suisse une situation assez étrange. Le meilleur politicien suisse est celui qui étiquette avec les mots les plus durs possibles les images que quelqu'un montre dans les médias sociaux ou à la télé, etc., dont on ne connaît pas la source, dont on ne connaît pas la manipulation qui est derrière, etc., etc. Et j'ai gardé une ligne sobre. J'ai dit, faisons attention, il est normal d'être émotionnel, il est normal d'être scandalisé, il est normal de souffrir pour ce qu'on voit, mais encore faut-il établir les faits et la vérité. Avant de parler de crimes de guerre, de génocide, etc., ce n'est pas une étiquette, un concours de beauté politique d'utiliser ces mots-là. C'est des mots qui ont un pouvoir, qui ont un poids, et c'est des tribunaux internationaux indépendants qui ont le devoir, et c'est avec notre argent, le vôtre aussi, qu'on financie ces tribunaux, ces commissions d'enquête, ces organisations multilatérales pour établir les faits, la vérité et le jugement final. Donc, gardons un tout petit peu de décor et de structure mentale dans toute cette situation, parce que le danger est grand, que si nous cédons maintenant à cette violence de scandalisation et d'émotionnalité, on ouvre une porte à n'importe quoi dans le futur. N'importe quoi, ce sera la communauté de Twitter, la communauté de Instagram qui va décider si cette dame a ou non tué son frère. Et oui, mesdames et messieurs, c'est exactement la situation. Est-ce qu'on veut être dans un état de droit et garder, malgré la difficulté émotionnelle que je comprends et que j'ai vécue moi-même en visitant les réfugiés sur la frontière, malgré ceci, on doit quand même garder une approche. On est dans une université, je ne dis pas scientifique, mais rigoureuse, correcte, et qui respecte les mécanismes que nous avons créés justement pour faire de la clarté. Merci. On ouvre encore la parole pour une question. Alors, présentez-vous, micro. Bonjour. Bonjour, je suis Iba, étudiante en master d'études africaines à l'Université de Genève. Et tout à l'heure, vous aviez évoqué le changement de l'ordre international en cours. Et j'aimerais en fait vous poser une question par rapport à la coopération internationale et par rapport à un nouvel ordre international qui devrait émerger. Vous ne pensez pas qu'on devrait repenser l'ordre en cours en prenant plus en compte les pays émergents, les pays en Asie, les pays en Afrique, les pays en Amérique latine, et moins placer l'Occident et aussi du coup l'Europe au centre du monde? Merci. Merci pour la question. Je donne la parole au président Cassis. Ce que vous venez de dire, ce n'est que là, encore une fois, la rationalité, c'est la lecture géographie, la map du pouvoir aujourd'hui de la planète Terre n'est pas celle de 1945. Mais l'ONU et ses organes représentent l'ordre de pouvoir de 1945. Seulement que changer ceci ne se fait pas par un référendum en Suisse. C'est un peu plus difficile. Et on a changé
1000 fois par différentes approches et pour l'instant, on n'y est pas arrivé. C'est pour ça qu'avant, j'ai dit il faudra une rupture violente. C'est souvent ces éléments vraiment qui fracassent quelque chose, qui permettent la reconstruction sur de nouvelles bases qui reflètent la situation actuelle et pas celle d'il y a 70 ans. Président Milanovic. Well, such arrangements are always made in the aftermath of the greatest calamities, wars. And until further calamity of that kind, of that magnitude, this is what we have and which will continue to be jealously guarded by the beneficiaries. And those are Russia, still a great power, China, a greater power, the US, the greatest power, but quite seldom willing to commit herself to the ground war. And then France and UK, which are not of that class anymore, with all due respect, for France in particular. And then the others lurking from behind. And I cannot but recall mid-90s when that glorious discussion of the reform of the UN Security Council started, and we're going to have India in, Brazil, Croatia, Moldova as a permanent members, And it was so childish and so ridiculous and ludicrous because that's what is so jealously and selfishly guarded. And it can be remade only after, greatest trauma. So it's mostly unfunctional. It's for some, it's a laughing stock, but it's the lowest common denominator. So when they push out Russia from the Human Rights Council, well, maybe they deserve that, but they're a permanent council member. So that's what we got. That's reality. I'm Atlantic realist of sorts, not fully. And I don't know whether it fell out of vogue or it's still fashionable to read geopolitics because those thinkers and writers are very nasty people. Some were Nazi supporters like Carl Schmitt of Germany. Then it's Haushofer who exonerated himself from Nazis in a matter of months. But those people malicious parts removed. What remains is a food for deep thought, how they viewed world politics, geography in politics, what President mentioned a couple of times today. He was not induced by me, it came spontaneously from you. Ratzel, Haushofer, I mentioned, Kellen, those are not good guys. But they should be paid attention to, because what we are watching these days, removed of all ethics, is a bare geopolitics. Russia is not democracy. It's not a country to be measured by the yardstick we measured, for heaven's sake, we do, each other's. Switzerland being crazy rich, Croatia being middle income, higher middle income, almost developed economy, but it's different standard. It's different standard. And for the end, I implore or call upon Commission and all those bureaucratic brilliant minds to recognize the fact that there are several nations in Europe, that there is not much bringing close apart from the membership in the same framework, institutional framework, Portuguese and Finnish, because they couldn't be more different. That there are national prides and prejudices which live within the people, among the people, and result in a defensive and offensive outbursts. Say Hungary. I mean, I was perplexed by the Hungarian, political mindset of last decade, but it's there. And happily, it hasn't hurt anybody physically. It's not a matter of sympathy or antipathy or my affiliation towards that. It's not my way, but we can still live together. Saying that, we cannot live together under the same umbrella with Russia, but it's going to be next to you. And you better watch out that your umbrella doesn't pick in your eye and the other way around. That's what counts. So I was detached. I never met Putin. I was always totally, skeptical towards Russians of newer generation. I barely mingled with Ukrainians either.
And I'm saying only that is within my paycheck, and it's low. Hello. Merci beaucoup, messieurs les présidents. Et merci à vous les étudiants, merci à vous tous qui êtes présents ici aujourd'hui. Voilà, je donne la parole à monsieur le professeur Levrat, qui est directeur du Global Studies Institute, qui a organisé cette rencontre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, messieurs les présidents. Merci aussi, évidemment, les étudiants, ceux qui étaient sur scène, mais aussi ceux qui sont dans la salle. Un merci aussi particulier aux enseignants de ce cours d'introduction aux relations internationales qui ont ouvert leur cours à cet événement. Et je crois que c'est quelque chose d'intéressant que nous venons de vivre ici, grâce à vous sur scène aussi, c'est-à-dire un dialogue qui va au-delà de cette société dans laquelle nous avons des fonctions relativement spécialisées. Vous dialoguez entre chefs d'État, et c'est normal, et vous étudiez en tant qu'étudiant en relations internationales, ces questions liées aux discussions entre États. Mais ici, on voit aussi que non seulement les responsables, mais aussi ceux dont le métier est d'apprendre, ceux dont le métier est d'enseigner, sont réunis et produisent une forme d'échange et probablement de connaissance qui est originale. Donc, merci à tous. Et ici, au GSI, nous voyons évidemment un grand intérêt dans ce type de dialogue, non seulement entre différents secteurs, mais aussi, et vous le savez, vous suivez une formation interdisciplinaire entre disciplines. Et je n'ai pas pu m'empêcher de noter que les deux présidents ont souvent mentionné le droit international à différents titres, mais aussi les fondamentaux de la politique internationale, des relations internationales. On a bien compris que le paradigme réaliste, au vu des événements actuels, est en train de reprendre du poids. On a quand même aussi entendu parler de l'économie internationale, vous l'avez dit, Monsieur le Président, qui joue un rôle dans ces évolutions. Et bien évidemment, on a même en allemand cité l'histoire de la neutralité. Donc on voit bien que même lorsqu'on est aux affaires, même lorsqu'on fait de la politique, on ne fait pas que de la politique, on doit combiner ces différentes dimensions. Et de ce point de vue-là, merci, vous avez renforcé en fait le message que nous essayons de faire passer à nos étudiants. Et donc, Genève, qui a vu ce dialogue bilatéral, mais qui est aussi, on le sait, la capitale du multilatéralisme. On a parlé de ce futur du multilatéralisme, de ce nouvel ordre qui doit peut-être émerger, on l'espère. Et en fait, ce qu'on espère, c'est que ce soit votre génération qui, dans quelques mois, on l'espère, peut-être malheureusement quelques années, si la situation dure, se mette à l'œuvre pour reconstruire cette architecture de paix et de sécurité, sans oublier ce concept important, ce beau concept de neutralité. Donc, merci à tous. Et avant de clore, un détail pratique, je vais vous demander encore un tout petit peu de patience, de rester assis 1 ou 2 minutes, le temps que les présidents et leurs délégations puissent sortir de la salle. Et ensuite, évidemment, je vous libérerai, à moins que les enseignants veulent reprendre la parole. Non, alors ensuite, je vous libérerai. Merci beaucoup et bon après-midi.